Un général américain humilié en direct par un président africain? Voilà comment tout a commencé. Une simple phrase, une simple confrontation? Mais les conséquences, elles, pourraient faire trembler les fondations même de la diplomatie américaine. C'est à Ouagadougou que la scène s'est déroulée, entre caméras, micros tendus et regards figés. Ce jour-là, quelque chose de fondamental a basculé. Ce n'était pas juste un échange entre deux hommes puissants, mais un choc frontal entre deux visions du monde. Tout part d'un discours tenu par le général Michael Langley, commandant de l'AFRICOM, devant le Sénat des États-Unis. Un discours acide, truffé d'accusations lourdes visant directement le Burkina Faso. Il évoque l'or, les alliances douteuses, la perte de contrôle d'un pays tombé sous l'influence russe. Une rhétorique familière aux relents néocoloniaux qui trahit une peur, celle de voir l'Afrique s'émanciper des griffes de ses anciens maîtres. Mais très vite, la réponse tombe. Et elle vient de là où Washington s'y attendait le moins. Le capitaine Ibrahim Traoré prend la parole et avec calme, il détricote chaque mensonge du général, pièce par pièce, dans une riposte d'une rare intensité politique. Nous sommes libres de nos choix. Voilà la phrase qui a fait mouche. Le jeune leader burkinabé n'hésite pas à dire ce que beaucoup pensent tout bas. Il parle d'indépendance, de souveraineté, de la dignité d'un peuple longtemps écrasé par les jeux d'influence étrangers. Il accuse le général de mentir. Oui, mentir publiquement, honteusement, en se servant de sa couleur de peau pour affaiblir ses frères africains. Un coup dur porté à l'image des États-Unis sur le continent. Mais au-delà des mots, c'est tout un système de domination que Traoré dénonce, un système qui maquille ses intérêts sous des discours de sécurité et de démocratie. L'Anglais, noir comme Traoré, devient malgré lui le symbole d'un système qui retourne ses propres enfants contre leurs racines. Traoré s'indigne, pourquoi utiliser un noir pour détruire un autre noir? Il évoque la Libye, les jeux de dupes, les manipulations. Et il ne s'arrête pas là, il demande des excuses publiques. Pas des regrets cachés dans les couloirs diplomatiques, mais une reconnaissance franche et officielle de l'erreur commise. Une posture rare qui a sur qui électrise les réseaux sociaux et réveille les consciences endormies dans de nombreux pays africains. Mais que reprochait exactement l'Anglais au Burkina? De stocker de l'or pour financer une résistance? De s'allier avec la Russie? De construire une armée autonome? Pour Traoré, tout cela n'est qu'un prétexte. En réalité, ce que l'Occident ne supporte plus, c'est de perdre le contrôle. Il le dit clairement. Avant nous, le Burkina n'avait pas un gramme d'or en réserve. C'est sous son gouvernement que les choses ont changé. Et c'est ce changement qui dérange tant à Washington. Car un pays africain qui se relève, qui ose sortir du rang, devient un exemple dangereux pour d'autres. Il évoque les avancées concrètes, des centres de santé équipés, des examens médicaux rendus accessibles, une agriculture relancée avec des labours gratuits pour les paysans. Il parle d'une armée en pleine restructuration, d'une jeunesse formée, d'une industrialisation en marche. Et surtout, d'un peuple fier, debout, prêt à affronter les tempêtes sans se vendre à l'étranger. Des chiffres, des projets, une vision, qui mettent à mal le récit occidental d'un État en déliquescence. Traoré présente un Burkina Faso debout, déterminé et surtout résolu à tourner le dos aux ingérences. Lorsque la presse lui demande s'il a un message pour les Américains, sa réponse est simple mais lourde de sens. Nous ne sommes plus dans l'hypocrisie diplomatique. Fini les tapes dans le dos, suivies de coups bas. Fini les excuses murmurées hors caméra. Ce que Traoré exige, c'est de la transparence, de la cohérence, du respect. Une diplomatie d'égal à égal, et surtout la fin de l'instrumentalisation des élites africaines pour des intérêts étrangers. Son discours fait écho à des décennies de frustrations accumulées, de pactes léonins imposés sous couvert d'aide. Le lien avec la Russie, lui, est assumé. Il parle d'une coopération fondée sur la défense, l'éducation, les sciences. Il admire la lutte soviétique contre le nazisme et voit dans ce combat historique une résonance actuelle. Pour lui, le Burkina et la Russie mènent la même guerre, celle contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme, contre l'unilatéralisme. Il ne s'en cache pas. Il revendique cette alliance avec fierté comme un acte de libération. Et dans ces mots résonne un désir de justice globale, d'un monde rééquilibré, affranchi de la domination d'un seul bloc. Dans cette vision, les États-Unis apparaissent comme les derniers gardiens d'un ordre mondial en fin de vie, un monde où l'Afrique ne serait qu'un pion. Mais Traoré retourne l'échiquier. Le monde change. Nous voulons un monde multipolaire. Cette phrase, anodine en apparence, porte en elle une révolution.
Elle annonce la fin de l'alignement automatique, la naissance d'un nouveau centre de gravité géopolitique où les nations africaines peuvent enfin choisir leur destin. Une aspiration profonde à la souveraineté collective. Alors que reste-t-il après cet échange explosif? Une diplomatie américaine embarrassée, une armée burkinabé galvanisée, un peuple qui se sent enfin représenté, ou simplement un avertissement, le temps des marionnettes est terminé. Traoré a parlé et sa voix a porté. Mais cette voix sera-t-elle entendue? Washington répondra-t-il avec arrogance ou avec lucidité? Et vous, de quel côté de l'histoire vous sentez-vous? Dans le tumulte des rapports de force mondiaux, une certitude s'impose. L'Afrique n'est plus un décor. Elle devient actrice et son heure a peut-être enfin sonné. Ce changement de paradigme, ce réveil des consciences collectives africaines, marque peut-être le début d'un nouveau chapitre, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute une génération de nations prêtes à prendre leur envol. Ce que Traoré incarne, au fond, ce n'est pas seulement un coup d'éclat politique, c'est une rupture. Une fracture nette avec l'ancien monde. Il s'inscrit dans cette lignée de dirigeants qui ne veulent plus qu'émander mais négocier, qui ne veulent pas plus plaire mais exister pleinement. Il ne s'agit plus d'une guerre des mots mais d'un véritable bras de fer idéologique entre deux visions du monde radicalement opposées, celle d'une Afrique enchaînée, passive, dépendante, et celle d'un continent affranchi, actif, co-créateur du futur mondial. Et ce bras de fer, il ne se joue pas seulement dans les couloirs des chancelleries ou dans les discours diplomatiques. Il se joue aussi sur le terrain, dans les villages redynamisés, les écoles rouvertes, les soldats mieux équipés, les femmes écoutées, les jeunes formés. Ce sont ces petites victoires locales, invisibles depuis Washington ou Paris, qui nourrissent une grande révolution silencieuse. Car le vrai pouvoir, celui qui dure, ne vient pas des alliances imposées, mais de la légitimité populaire, de la capacité à répondre aux besoins concrets de son peuple. Ainsi, si les généraux américains veulent encore parler à l'Afrique, il leur faudra changer de ton, de posture, de lunettes. Il leur faudra apprendre à écouter, à comprendre, à respecter. Car les temps ont changé, le vent tourne. Et dans ce vent nouveau souffle une promesse, celle d'un avenir moins soumis, plus digne, plus juste. Un avenir dans lequel un capitaine peut faire trembler un général, non par la force des armes, mais par celle des mots, de la vérité et de l'intégrité. L'Afrique ne se contente plus de survivre, elle veut vivre et surtout, elle veut choisir comment elle vit. Voilà ce que Traoré a lancé en pleine face du monde dans une salle comble à Ouagadougou. Et cette déclaration, qu'on le veuille ou non, continuera de résonner longtemps après que les micros auront été coupés. Reste à savoir qui demain osera encore parler à l'Afrique sans l'écouter.